ce que je déplore, c'est l'attitude de la société. Je ne parlerai pas des responsables politiques. Ils n'ont pas compris que ce pays est un pays pluriel et que c'est avec la force de sa jeunesse qu'elle pourra se confronter à la mondialisation. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Mesdames et messieurs, parce que vous le savez ici, c'est Beurre FM, la radio de la vraie France. Eh ouais, il y a les radios et puis il y a la radio de la vraie France. Dans cette radio de la vraie France, on a plaisir à accueillir régulièrement des personnalités qui font l'actualité, des personnalités qui bougent, qui sont positives. Et ce matin, on reçoit monsieur Saïd Rahmani qui est avec nous. Bonjour Monsieur Rahmani. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors dans la vie de tous les jours, on se tutoie, mais à la radio, on se vous voit eu égard à votre fonction. Monsieur Rahmani, vous représentez la ville de Sarcelles. Je vais vous laisser vous présenter à celles et ceux qui nous écoutent ce matin. Vous êtes à la mairie de Sarcelles. Oui, tout à fait. Enfin, avant de me présenter, je voudrais tout d'abord vous remercier vraiment chaleureusement pour votre accueil et le temps que vous nous consacrez pour qu'on puisse justement parler de ce qu'on fait à la fois au quotidien. Donc je suis Saïd Rahmani, je suis adjoint au maire de Sarcelles, mais là je viens pas qu'en tant qu'adjoint au maire, je viens en tant que président de l'association Regard Banlieue. Donc c'est une au pluriel. Regard Banlieue au pluriel, oui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu que ça soit au pluriel. Alors pourquoi au pluriel? C'est l'idée, c'était de faire parler la banlieue, mais de porter un regard sur la banlieue, mais que la banlieue aussi porte un regard sur la société. Pourquoi avoir créé cette association il y a 2 ans? Parce que je me suis rendu compte que dans l'espace public et politique, on arrivait très rapidement à des limites, une espèce de plafond de verre où à la fois on ne pouvait pas forcément exprimer un certain nombre de choses, ni faire vraiment ce qu'on voulait parce qu'on était parfois encadré par un cadre institutionnel et aussi limité dans l'action. Donc Regard Banlieue à la fois parce que pour moi c'est aussi en mémoire de celles et ceux qui ont fait la France, donc pour parler aussi de l'immigration en France, mais on en reparlera. D'ailleurs, il y aura un très beau texte que vous allez nous lire tout à l'heure à la fin de l'émission. Exactement, et je vous remercie de me donner l'occasion de lire ce petit texte-là. Et l'idée pour moi aujourd'hui, je le fais sur ma page Facebook. Donc, et ça je le fais dans le cadre de mon mandat d'adjoint au maire, c'est que je fais des portraits du jour. Alors vous êtes dans quelle délégation? C'est important de préciser. Oui, alors donc ma délégation c'est la politique de la ville, c'est les fonds européens et les grands projets. Donc vous connaissez évidemment le sujet. Dans la politique de la ville et des quartiers populaires, oui. Donc, enfin, pour la petite histoire, pour raconter un peu ma vie, je suis arrivé en France, j'avais 4 ans, en 1975. Donc on arrivait. Vous étiez encore étranger donc? J'étais encore. Non mais je dis ça, je fais un petit clin d'œil à notre ministre de l'Intérieur. Ouais, j'étais. L'apport positif des étrangers en France. Mais complètement. J'étais étranger, exactement. Vous avez raison, Kim. Donc j'avais une carte de séjour jusqu'à 2001. Voilà, donc jusqu'en 2001, j'ai une carte de séjour et puis j'ai demandé comme beaucoup la naturalisation. Après, c'était plus facile et puis je me sentais complètement français. J'avais dépassé la dimension schizophrène de ma personne et je savais très bien qui j'étais quand j'étais à la maison, quand j'étais dehors et qu'on était confronté au monde. Donc je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je disais sur la page Facebook, donc je fais des portraits du jour, donc je mets à l'honneur des femmes et des hommes, des invisibles, qui à Sarcelles, qui soient responsables associatifs ou des citoyens, qui font bouger les choses et qui sont dans l'empathie, dans la bienveillance et qui au quotidien favorisent ce fameux lien social. Ce sont des hommes et des femmes qui font République au quotidien. Et pour moi, c'est important de le faire parce que c'est une reconnaissance de leur travail. Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, souvent des invisibles. Et ce que me permet de faire ce mandat d'élu, et je reviendrai à l'association, c'est le fait de pouvoir faire la promotion de toutes ces personnes qui ne font rien, mais qui au quotidien font beaucoup. Et donc, à travers l'association, aujourd'hui, ça me permet de venir vous voir et d'être dans un cadre beaucoup plus détendu et moins institutionnel. Et l'idée, c'est, à travers Regard Banlieue, c'est d'être dans la continuité de ce que je fais. Et l'idée, c'est de sillonner la France, d'organiser des événements citoyens, parce que c'est important aussi de passer des messages et de dire à la nouvelle génération notamment que de s'engager dans le milieu associatif ou dans le milieu politique, c'est important. Et le seul moyen
d'avoir une voix et de pouvoir faire bouger les choses, c'est de s'engager. Donc c'est modestement ce que j'essaye de faire. Et ce qui me tient à cœur vraiment, c'est de mettre en avant les autres. Notre invité ce matin, Monsieur Saïd Rahmani, qui vient en tant que président de l'association Regard Banlieue au pluriel. Alors, Regard Banlieue au pluriel. Forcément, les banlieues vivent, elles sont actives, il y a des talents. Comme vous l'avez dit au début, malheureusement, on a rarement écho de ces choses positives qui se passent finalement au cœur de la cité, avec un grand C d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les actions à venir justement de l'association? Vous avez dit qu'il y allait avoir des rencontres, notamment citoyennes, que vous aviez envie de faire la promotion justement positive de ce qui se passe dans les quartiers, dans les banlieues. Les quartiers et les banlieues ont une image plutôt négative auprès de certains. Pourtant, elles sont vraiment le cœur de la vie de la nation. Beaucoup de gens issus de ces quartiers sont aujourd'hui les talents de demain, chefs d'entreprise, grands avocats, chercheurs, médecins, et j'en passe et des meilleurs. Et pourtant, au quotidien, les médias français s'amusent, en tout cas certains très orientés à droite, voire extrême droite, s'amusent à stigmatiser justement ces quartiers. Quel est le rôle de votre association ? Alors, peut-être rappeler qu'on parle de 10% de la population française. Et ces 10% de la population française sont les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Et donc, comme vous le savez, Kim, depuis les années 80, si on fait un flashback et qu'on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, on a eu d'abord l'après-guerre, donc la reconstruction de la France, donc avec différentes vagues d'immigration qui sont venues reconstruire la France. Je vais un peu vite, mais je reviendrai dans le petit texte là-dessus. Et donc, on a eu ensuite le fameux regroupement familial. Et puis derrière, on a eu besoin d'une main-d'œuvre. Et puis les parents pris au piège par leurs enfants qui ne pouvaient pas concevoir de retourner au pays, parce qu'il y avait aussi ça à l'époque, qui, je pense que vous en rappelez aussi, l'espoir des parents de se dire on est des immigrés finalement économiques, et puis à un moment donné on va rentrer au pays parce que c'est là qu'on veut construire notre vie, mais pris au piège par les enfants qui ne voulaient pas retourner au pays. Donc ils ont dû vivre dans le silence, sans déranger. Et donc nous sommes quelque part les héritiers de ces femmes et de ces hommes. Et donc nous avons, à l'époque, je me rappelle dans les années 80, étant plus jeune, été confrontés à beaucoup plus de violence qu'aujourd'hui, et notamment la défiance, le racisme, la haine, les discriminations, que ce soit à l'école, dans le milieu du travail. Donc nous, on a un peu essuyé les plâtres, et quand je fais le parallèle avec aujourd'hui, je crois que à la fois parce que sociologiquement notre société elle a muté, et qu'aujourd'hui comme on le dit, on est dans une société qui s'est créolisée, donc avec des gens qui aujourd'hui se posent pas la question d'être avec quelqu'un qui n'est pas forcément de sa culture ni de son origine. Vous allez vous faire taper sur les doigts par certains là, en utilisant ce mot. Mais ça, je l'assume. Donc, et puis c'est une fatalité qu'ils ne peuvent ni nier, ni aller à l'encontre. Pour moi, il y a bien un sujet dans la vie qu'on ne peut pas maîtriser, c'est l'amour. C'est beau ça. On tombe amoureux par la fatalité de la vie. C'est la vie qui fait qu'à un moment donné, on rencontre quelqu'un, et puis l'amour, on regarde avec le cœur, on ne regarde pas avec ses yeux ni avec sa raison. Donc, quand on tombe amoureux d'une personne qui ne partage pas forcément la même culture d'origine ou la même religion, on va au-delà de tout ça, et c'est pour ça que je disais que qu'il le veuille ou non, on est en marche vers ça, vers une société de toutes les couleurs, avec des gens qui ne se posent pas la question d'être français ou pas français. Et donc c'est en cela où je dis que la génération d'aujourd'hui, elle a cette chance, c'est que elle a la chance d'avoir l'ouverture vers tous les possibles. La possibilité de se former, d'aller à l'école, de voyager. La question de la mobilité, c'est aussi un sujet. Je me rappelle aussi, quand j'étais plus jeune, au quartier, la plupart des copains, ils sortaient pas du quartier, même pour aller à Paris, et encore moins pour aller bosser. Donc ça, c'est limité à quoi? C'est limité à, on est au quartier, on reste entre nous, et dans le quartier, même pas dans la ville. Et puis le Graal, c'était de travailler à la mairie. Oui, bien sûr. Bon, ça reste encore aujourd'hui le fantasme de certains, mais les nouvelles générations, elles ne sont pas du tout dans cet état d'esprit.
comme vous l'avez rappelé, Kim, dans le début, la plupart des jeunes aujourd'hui sont des étudiants, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. La question de la mobilité, de travailler à l'autre côté du monde, ils y vont. Et aujourd'hui, il n'y a plus de frontières pour eux. C'est en cela où je dis que ils ont cet avantage sur nous à l'époque. Pourtant, permettez-moi de vous couper, Monsieur Saïd Rahmani. Pourtant, malheureusement, on leur renvoie la figure quotidiennement. Aujourd'hui, finalement, des propos qui sont totalement illogiques. On est à la 4e génération au moins, et ces Français qui sont des enfants de Français, qui eux-mêmes sont des enfants de Français, doivent justifier toujours de leurs origines et de leur nationalité d'origine. On était français, mais d'origine. Donc finalement, dans le collectif et la conscience collective française, on a l'impression que malgré tous les efforts, tout ce qu'on a pu faire, tout ce que nos parents ont fait, nos parents ne rigolaient pas avec la loi, ne rigolaient pas avec le comportement exemplaire, etc., etc. Ils se sont donnés à fond. Je parle même pas des mamans seules, isolées, qui travaillent et qui font tout pour élever leurs gosses et qui les amènent à avoir des diplômes, etc., ou même surdiplômés. Et malgré tous les niveaux, vous-même vous êtes élu, monsieur Rahmani, je suis sûr et certain, alors peut-être que je m'avance, mais que vous êtes pris un jour ou un autre une réflexion raciste ou un sous-entendu, malgré que vous êtes élu de la République française. Et là, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui ? Alors quand on attend le ministre de l'Intérieur qui continue de nous envoyer à la gueule, passez-moi l'expression, ce genre de réflexion, qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? À part peut-être, d'avoir cette idée qui est en train d'émerger malheureusement, je dis bien malheureusement, dans la tête des jeunes, de se casser de ce pays en se disant finalement on a tout fait, on a tout bien fait, ils nous accepteront jamais. Je vois que mon pays d'origine est en train d'émerger, de se développer vitesse grand V. Est-ce que j'aurais pas une opportunité pour aller investir ou faire quelque chose qui me plaît et peut-être qu'on m'acceptera plus ? Oui, vous avez complètement raison. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malheureusement, c'est pas un propos défaitiste, mais c'est en tout cas un point de vue. Je trouve que cette société est en échec dans son modèle d'intégration et d'assimilation. Pendant des années, effectivement, nos parents, nous-mêmes, on a tout bien fait, en étant des bons républicains, en respectant la loi, en allant à l'école, en travaillant. La génération d'aujourd'hui, effectivement, est dans la perspective de se dire, il fait meilleur ailleurs, et donc on est déjà dans ce que vous décrivez. Ce que je déplore, c'est l'attitude de la société. Je ne parlerai pas des responsables politiques, pour moi ils n'en valent pas la peine, parce qu'ils ont pas compris que cette société, que ce pays est un pays pluriel, et que c'est avec la force de sa jeunesse qu'elle pourra demain se confronter à la mondialisation. On le voit d'ailleurs à travers tout ce qui se passe à travers le monde, avec les guerres, le dérèglement climatique. Donc, et puis on est quand même dans une société vieillissante, donc on a besoin de l'apport des étrangers. Je parlais d'amour tout à l'heure, et c'est très paradoxal. La société demande à ses enfants, comme vous le disiez, Kim, qui ne connaissent pour beaucoup rien du pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, on leur demande des preuves d'amour. Mais l'amour, c'est pas à sens unique. C'est pas à ces nouvelles générations de démontrer ou de prouver qu'ils sont attachés à la France et qu'ils ont un amour profond pour ce pays. Ils se posent pas la question d'être français ou pas. Mais on va se le dire très franchement, Kim, le vrai sujet sous-adjacent, c'est l'islam. C'est qu'on leur renvoie à leurs conditions, à leur religion. Alors que la plupart de ces jeunes, on le voit quand on discute avec eux. Pour eux, l'islam, la religion, relève de l'intime, que ce soit pour un jeune catholique, un jeune juif ou un jeune musulman. Quand on discute avec eux, la religion, pour eux, ça relève de l'intime, et c'est pas ce qu'ils mettent en avant dans l'espace public. Ce qui faisait sens à l'époque où on avait un État-providence, où à l'époque on parlait de cette République bienveillante dans nos territoires, on parlait de promesses républicaines, voilà.
aujourd'hui, ce sont des mots, c'est de la sémantique, et malheureusement, on est déjà dans cette temporalité où les jeunes que notre pays forme et qui se disent face à la défiance, mais je vais regarder ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, les médecins. Si on parle des médecins détachés, je crois, souvent, pour la majorité, c'est des médecins franco-algériens. Pardon, le micro n'était pas ouvert. Aurore ? On en a parlé assez récemment pour rejoindre ce que vous disiez. Mais complètement. Donc aujourd'hui, c'est un vrai débat. On met tous ces médecins à l'index et quand on les compare avec d'autres médecins, on constate qu'ils sont beaucoup plus qualifiés. Et je ne sais plus quel journaliste en parlait, où il disait que si demain tous ces médecins-là rentraient chez eux, ça serait compliqué de faire tourner l'hôpital public. C'est une réalité du terrain. Notre invité, élu, donc je le rappelle, à Sarcelles, mais qui est ce matin présent sur le plateau, Monsieur Saïd Rahmani, pour nous parler de cette association Regard Banlieue, donc au pluriel, qui aujourd'hui développe son programme. Et justement, avant de marquer dans quelques minutes une nouvelle pause, quel est ce programme finalement que vous allez développer dans les prochains jours, et qui sont les membres justement de l'association? Est-ce que ce sont des jeunes de la ville, ou alors finalement c'est national? Comment ça se passe chez vous? Alors, effectivement, donc l'idée à travers l'association, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre à l'honneur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour faire république dans nos territoires. Donc la portée de l'association, elle va être internationale. Donc l'idée en proximité, c'est de mettre en avant et de valoriser à travers la France celles et ceux qui dans nos quartiers font avancer des projets, font en sorte qu'il y ait un peu de lien social, et qui en gros font vivre le quartier. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, et c'est ce deuxième point-là, en tous les cas pour moi, qui est très important, c'est de travailler sur l'histoire de l'immigration en France. Et l'idée, c'est de faire des allers-retours avec l'Afrique et les États-Unis. L'Afrique, parce que moi, en tant que Français d'origine algérienne, en tant qu'Africain, parce que là aussi, Kim, je voudrais quand même souligner, souvent on met en opposition les Maghrébins et les Africains. Moi, non, jusqu'à présent, les Maghrébins sont en Afrique. Exactement. À moins que ça a changé sur la carte, je suis pas au courant. C'est vrai qu'il y a cette opposition. Mais complètement, même dans nos quartiers, parfois. Elle est un peu entretenue volontairement pour créer de la division. On sait bien que diviser, c'est régner, mesdames et messieurs. Donc voilà. Complètement. Donc, si vous voulez, quand je m'exprime ailleurs, quand on me pose la question, je dis voilà, moi je suis africain, mais africain au sens Afrique, quoi. Donc, comme vous le disiez, Kim, le Maghreb, en l'occurrence l'Algérie, c'est en Afrique. Donc l'idée pour moi aussi, c'est de travailler sur cette identité-là, c'est de dire voilà, nous sommes africains, on a quand même des blessures communes, on a une histoire commune, et aussi faire un parallèle avec l'histoire de l'immigration aux États-Unis. Parce que je trouve que dans un delta de 15 ans, on récupère toujours ce qui se passe aux États-Unis, tous les phénomènes, et c'est ce qui est aussi alarmant. Alors, parler de l'histoire de l'immigration aux États-Unis, c'est une immigration plurielle. 400 ans d'esclavage, c'est pas rien, quoi. Souvent, on l'oublie, mais les Africains ont quand même perdu beaucoup, 400 ans, c'est pas rien. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu les phénomènes et de créer aussi des passerelles avec des associations américaines pour justement faire un aller-retour. Et l'idée, c'est aussi d'emmener des jeunes, de faire venir des jeunes, d'organiser des événements pour qu'à un moment donné, justement, ces regards croisés. Et justement, travailler sur cette identité, parce que quand on est aux États-Unis, on est américain. Et on ne vous pose pas la question d'où vous êtes et de qui vous êtes. C'est ce qui m'a frappé. J'ai été à Los Angeles dans un petit marché, j'ai discuté avec un Américain noir.
Et à un moment donné, il s'est mis à me parler français parce qu'il avait, avec mon accent, il avait repéré que j'étais français. Donc c'est un Américain d'origine camerounaise et qui m'expliquait le regard que les Américains noirs avaient sur l'immigration française. Et il me disait, mais vous êtes catastrophique. Il me disait, vous êtes catastrophique parce que nous, aujourd'hui aux États-Unis, on s'est structuré en communauté, mais pas en communauté dans le sens où on est replié sur nous-mêmes, mais communauté comme force. Communauté de vie, mais communauté aussi économique, pour qu'à un moment donné, parce qu'on a compris, nous, aux États-Unis, que c'était compliqué. Si on n'avait pas les réseaux, s'il n'y avait pas de lobbying, c'était compliqué pour nous d'avancer. Et donc, en cela, je trouve que de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, ça nous permet toujours de nous resituer et de se dire finalement peut-être qu'il y a des choses intéressantes à apprendre. Exactement. Eh oui, Saïd Rahmani donc est notre invité, mais quand même sur ce sujet, je voudrais quand même rappeler qu'en France il y a un phénomène qui est totalement différent et vous le savez bien parce que vous êtes élu. Dès lors que l'on crée un lobby, on va nous taxer de communautaire parce que bizarrement le fait que les jeunes issus du continent africain s'organisent, on les taxe de communautaire. Alors je parle même pas du côté religieux, ou alors là c'est carrément on devient des extrémistes juste parce que on a dit Allahu Akbar dans la rue. Donc vous imaginez, je rappelle que Allahu Akbar veut dire simplement Dieu est grand, ni plus ni moins, et qu'il n'y a aucun sens négatif, agressif dans ce mot, mais volontairement certains médias encore une fois ont détourné le sens de cette expression, comme la laïcité a été détournée et j'en passe et des meilleurs. Mais bon, ça c'est une spécialité française. Mais bizarrement, les lobbies, par exemple, positifs, je dis bien les groupes de personnes qui influent sur une politique, et notamment celle de la France. Pour le coup, nous, c'est tout de suite perçu comme agressif. Mais si vous prenez, et il n'y a pas pour moi de choses négatives, par exemple, un lobby juif en France, il existe, il est positif, il défend les intérêts de la communauté juive, et tant mieux, comme il pourrait y avoir un lobby musulman en France qui défend les intérêts de la communauté franco-musulmane ou catholique, ou peu importe, parce qu'on sait que ça existe. Les francs-maçons, etc., etc. Tout le monde joue son influence au sein du Parlement, du Sénat, de la sphère des hautes sphères du pouvoir. Alors bizarrement, nous, faut pas qu'on s'organise parce que dès lors, par exemple, que imaginons que les franco-musulmans décident de soutenir un candidat parce que ce candidat, même si c'est pas le meilleur, d'accord, même s'il a des défauts comme tous les candidats, parce que chacun pense aussi un petit peu à sa gueule, quand on est politique, faut pas se mentir, on défend sa carrière, on défend aussi les intérêts des convictions, mais on défend aussi sa carrière. Nous, non, on peut pas. On est tout de suite stigmatisé, tout de suite on représente un danger pour la nation. Ça, vous le percevez quand même? Alors, oui, je le perçois. Enfin, si vous voulez, moi, depuis que j'ai commencé à m'engager tout d'abord sur le plan associatif et ensuite politique, bien évidemment, j'ai été confronté à tout ça. Mais pour moi, j'en fais pas une fatalité. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est de s'organiser, de faire les choses. Du moment qu'on reste dans le cadre de la loi, je vois pas ce qui empêche qui que ce soit de faire qui que ce soit. Donc après, si on regarde toujours celles et ceux qui vont porter un regard particulier sur nous, on fera jamais les choses. Mais ils ont accès aux médias, monsieur Rahmani. Oui, mais donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait se structurer. Regardez, on va prendre aujourd'hui. Nous on est indépendants, nous. D'accord, mais si vous voulez, voilà, vous nous donnez, encore merci, vous nous donnez à moi comme d'autres d'ailleurs l'occasion et l'opportunité de nous exprimer. Donc il existe bien quelque chose. Donc l'idée, c'est de se poursuivre dans cette dynamique-là. Et il faut pas que le pays se trompe. Les nouvelles générations, c'est pas la génération de nos parents. Donc ils ont compris comment ça fonctionnait, ils ont compris les codes et ils s'engagent de plus en plus. Regardez, quand vous faites une cartographie des élus franco quelque chose à travers toute la France, il y en a dans les exécutifs communaux, il y en a beaucoup. Vous regardez le Sénat, vous avez quand même plusieurs élus originaires. Donc Kim, pour moi, voilà, il faudra que je reste positif. On avance. Pour moi, les choses prennent du temps. On a mis qu'on avait plus de 30 ans. Si je prenais une métaphore, c'est comme un accouchement au forceps. Ce qui se passe dans notre société.
bon gré, mal gré, les choses elles évolueront dans ce sens-là. C'est le sens. Je suis convaincu comme vous. C'est dans le sens de l'histoire de ce pays. Si je faisais une petite parenthèse sur Sarcelles, politiquement, nous, ce qu'on fait, parce que le fait religieux est omniprésent chez vous. Exactement. Merci Kim. Juifs, musulmans, est omniprésent. On connaît l'actualité. Ouais. Mais si vous voulez, les gens vivent ensemble. Mais exactement, tout se passe bien. Les gens ont grandi ensemble. Les gens se côtoient au quotidien. Quand arrive le vendredi soir, la communauté juive se prépare pour Shabbat. Et pour les musulmans, le vendredi, c'est la prière, le dimanche, pour les catholiques. Donc, si vous voulez, nous, le fait religieux, c'est une composante importante dans notre ville. Et ça se passe très, très bien. Les gens cohabitent très bien ensemble. Je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des relents des uns et des autres. Mais, si vous voulez, Kim, nous, politiquement, on est aussi les garants de se vivre ensemble. Ça peut paraître galvaudé comme expression, mais ça a vraiment du sens chez nous, parce que l'idée, c'est qu'on soit au quotidien auprès de ceux que la vie fragilise le plus. Donc, en cela, le fait d'être dans une ville avec cette spécificité-là, c'est pas un problème. Le tout, c'est d'assumer la population qu'on a, et c'est finalement au quotidien de faire pour tous. On a encore 6 minutes devant nous pour profiter de la présence de Monsieur Saïd Rahmani, qui est donc élu à Sarcelles, mais aussi et surtout président de cette association Regard Banlieue au pluriel. Et Aurore, qui est avec nous, avait aussi sa petite question ce matin. Aurore. Absolument. Saïd, vous disiez que quelques temps après votre arrivée en France, vous vous êtes libéré de cette forme de schizophrénie qu'on peut ressentir quand on arrive. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est ce sentiment de séparation qu'on ressent, comment est-ce qu'on y remédie ? Alors, ça passe à la fois par l'éducation des parents, mais aussi par l'école. L'école de la République, où finalement, quand on se retrouve à l'école, on côtoie des camarades qui ne nous ressemblent pas forcément. Et l'éducation des parents, vous avez des parents qui vous expliquent, on vient de là, mais aujourd'hui on est en France, donc en France on va rencontrer des enfants ou des femmes et des hommes de toutes les couleurs, comme je disais tout à l'heure, et des gens qui viennent de partout, donc faut aussi apprendre à vivre avec ces gens-là. Donc c'est en cela où on travestit pas sa nature profonde, parce que l'éducation est là, elle est très importante. Et puis finalement, on est équilibré. On est équilibré parce qu'on sait qu'on vient de quelque part, mais aujourd'hui, on est en France. Et puis, on apprend à être français quand on vient d'ailleurs, même en étant jeune. Là, c'est l'expérience qui parle. On apprend à être français. On apprend à être français tout d'abord à l'école, parce qu'on apprend la République, on se nourrit de l'histoire de France, avec ses contradictions aussi. Et puis finalement, on est à la maternelle, la primaire, et puis tout s'enchaîne. Et puis finalement, quand on regarde quelques années après, en arrière, on se dit finalement, oui, je suis pleinement français. Et finalement, ce que je retiens de mon pays d'origine, c'est les vagues souvenirs de l'enfance. Et puis pour ma part, c'était juillet-août. On pouvait pas échapper. Les vacances. Là, comme disait le 113, la 154 break. Donc, on était complètement dans le cliché. C'est ça. Adore. Mais en même temps, ça nous permettait en tous les cas d'avoir un attachement avec le pays d'origine. En tous les cas, pour ma part, ça m'a permis d'être sur mes deux jambes et d'avoir cette identité. On ne choisit pas entre sa mère et son père. Voilà. Ouais, comme le disent c'est beaucoup, l'expression, exactement. Alors on va continuer parce que le temps passe vite. Votre présence aujourd'hui, eh bien, c'est aussi la mise en avant à travers cette association de portraits. Vous avez quelqu'un qui est sur le plateau que vous avez souhaité mettre en avant ce matin. Oui, il s'agit de Brahim Ouada, qui est le président de l'association Andy Parent. C'est une jeune association sarcelloise. Mais je vais laisser Brahim expliquer un petit peu en détail ce qu'il souhaite faire à travers son association. Donc on est complètement dans le sujet, c'est mettre en avant les invisibles. Donc je laisse la parole à Brahim pour qu'il nous explique. Bonjour monsieur
Brahim. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le même prénom que mon père, donc le meilleur du monde. Voilà. Alors dites-nous tout sur votre association. En fait, c'est une jeune association, on dit parents. On est là pour accompagner les parents d'enfants handicapés parce que personnellement, étant père d'un enfant handicapé, maintenant quand je vois un enfant en fauteuil roulant, je regarde plus la personne qui pousse le fauteuil roulant parce qu'il souffre plus que le malade. Ça, les gens ne le voient pas parce qu'on a beaucoup d'obstacles. Il y a des gens qui sont illettrés, ils connaissent pas tout ce qui est côté administratif, la MDPH, la Sécu, les droits qu'on a. Et on est là pour les accompagner. Il faut pas hésiter. Et même si, parce que c'est une autre responsabilité, des fois ils ont besoin de parler, de croiser des gens dans leur situation pour échanger, pour beaucoup de choses. Donc on est là à Sarcelles avec le frère Rahmani Saïd. Et voilà. Vous êtes évidemment là pour apporter votre soutien, votre expérience, partager finalement l'expérience des uns et des autres et pouvoir bénéficier parfois d'aides dont on n'a jamais entendu parler. Moi-même ayant une personne dans mon entourage qui souffre d'une maladie, on ne sait pas qu'il peut avoir des transports pour aller au rendez-vous de médecin, qu'il faut faire la demande, une aide à domicile pour peut-être le bien-être de cette personne. Tout ça, vous le maîtrisez, vous apportez finalement vos connaissances dans le pot commun qui rend service à tout le monde. Voilà, c'est le but de notre association en fait. Rappelons le nom de l'association. Andy Parents. Andy Parents, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, Sarcelles. Mais vous activez qu'à Sarcelles ou vous pouvez finalement échanger avec tout le monde un peu partout? Tout le monde, de toute façon, c'est avec le net, il n'y a pas de frontières. Oui, non, mais voilà, moi je vous pose la question pour savoir comment vous évoluez. On arrive bientôt à la fin, évidemment, de cette émission. D'abord, merci Saïd d'avoir offert l'opportunité à un frère qui reviendra nous voir aussi à Beurre FM pour nous parler plus longuement de cette association. Vous voulez terminer par un texte? On a 2 minutes devant nous, je vous laisse la parole. Merci. Écoutez, Kim, comme j'ai pu vous le dire au début, cette association, c'est aussi en hommage à nos anciens qui sont quelque part des bâtisseurs de ce pays. Donc je l'ai intitulé « Hommage aux immigrés bâtisseurs de la France ». Aujourd'hui, je rends hommage à nos parents, nos grands-parents venus d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, du Portugal, d'Italie, d'Espagne, venus bâtir la France, non par choix, mais par nécessité. Chassés par la misère ou par les blessures de l'histoire coloniale, ils sont arrivés ici avec pour seul rêve offrir un avenir digne à leurs enfants. Ouvriers dans les mines, les usines, les chantiers, ils ont édifié la France moderne sans jamais recevoir la reconnaissance qu'ils méritaient. Et aujourd'hui encore, leurs enfants, leurs petits-enfants demeurent perçus comme des étrangers sur cette terre qu'eux-mêmes ont construite. Mais nous sommes là, debout. Nous sommes la preuve vivante que l'histoire ne pourra pas nous effacer. Nous refusons d'être les éternels étrangers de cette nation que vous avez bâtie. Nous refusons que vos souffrances soient reléguées à quelques lignes en bas de page dans les manuels d'histoire. Nous refusons que vos visages restent invisibles, que vos noms soient oubliés, que vos sacrifices soient niés, que votre combat soit effacé. Nous sommes le sang mêlé qui irrigue la France, le souffle nouveau qui gonfle ses voiles. Nous sommes les héritiers de vos luttes, les gardiens de votre dignité. Nous sommes la sève de cette terre. Nous sommes la mémoire que nul ne pourra effacer. Et même si l'on tente de nous faire taire, même si l'on refuse encore de voir ce que vous avez bâti, nous le jurons, nous n'oublierons rien. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, nous le jurons, nous ne serons plus jamais invisibles. Alors aujourd'hui, nous vous rendons hommage, non pas dans le silence, mais avec force et fierté. Nous disons haut et fort, la France, c'est aussi vous. Et nous nous battrons pour que cette vérité ne soit plus jamais ignorée. On va conclure cette émission. Merci d'abord pour le beau texte que vous avez partagé avec nous. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Oui, écoutez, le mot de la fin, c'est pour vous remercier, Kim. Merci à vous. Oui, je disais que je souhaitais mettre en lumière les talents, mais pour moi vous êtes un talent. C'est gentil, merci beaucoup. Vraiment, ça fait des années qu'on vous suit et je sais que vous avez traversé quand même des périodes compliquées, difficiles, que vous avez fait l'objet d'attaques sévères. Donc, moi, je veux vraiment saluer votre travail
vous remercier pour tout ce que vous faites, pas simplement pour la communauté, mais vraiment pour les femmes et les hommes qui, comme on le disait tout à l'heure, font vivre nos territoires. Et en cela, vous êtes quelqu'un de précieux pour nous. Sachez qu'on reste à votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Et si on peut être un lien et une continuité dans vos actions, écoutez, n'hésitez pas. Eh ben, on viendra vous voir à Sarcelles. Avec grand plaisir. On fera peut-être même une émission en direct de Sarcelles. Ça peut être un concept, ça. Complètement. Ouais, dans un quartier comme ça, au pied de la cité. Ouais, complètement. Moi, ça me plairait bien, ça. Alors, juste pour vous me faites penser. En 10 secondes, hein. Vous me faites penser, parce que j'ai rencontré Fred de Skyrock. Ouais. Et Fred va en milieu carcéral. Oui. Il monte des ateliers autour de la radio. Et justement, là, je vais être. Je l'ai pas relancé encore, mais je vais lui proposer aussi, de venir en bas d'immeuble. Peut-être qu'on peut faire une action conjuguée. Oui, tout à fait, ce serait magnifique. On s'entend bien avec Skyrock en plus, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Rahmani. Merci à toute l'équipe.